Donc là, tu avais des données que tu as consolidées, que tu as mis dans un public cloud pour pouvoir les travailler, les simplifier un petit peu, voire en réduire la taille. Et puis finalement, tu veux les ramener dans l'entreprise via l'infrastructure SQL Server en place pour pouvoir les analyser par la suite, c'est ça? Voilà. Et il me reste encore des dizaines de millions d'enregistrements. Et donc, Pascal, peut-être que tu vas nous montrer comment est-ce qu'on gère tous ces enregistrements, peut-être sur une seule machine au lieu de tout un cluster. En effet, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux internautes qui nous suivent en direct. En effet, on a aussi besoin de stocker une grosse volumétrie de données chez soi, dans ses propres data centers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle version d'SQL Server qui s'appelle SQL Server 2012 qui va sortir dans quelques semaines. Parmi les nouvelles fonctionnalités de ce moteur de base de données, il y a Always On qui va assurer la haute disponibilité de vos applications, mais il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Column Store Index. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de démultiplier les performances de vos requêtes ensemblistes, donc les requêtes de type DataWare, qui vous permettent de prendre ensuite des décisions métiers. Dans cet exemple ici, j'ai une table qui s'appelle Purchase, et comme vous le voyez ici, il y a plus de 100 millions d'enregistrements dans cette table, et le stockage total de cette table, c'est 3 gigas. Cette base de données se trouve sur mon laptop en ce moment dans une virtuelle machine. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai exécuté une requête, ici, qui ramène un ensemble de ventes de DVD dans certaines catégories de DVD. Et vous voyez que, globalement, le temps qui a été nécessaire pour cette requête est de 80 secondes. Il n'y a pas encore l'index en question. On va maintenant créer ce nouveau type d'index, donc le Non-Cluster Column Store Index, dont je l'ai déjà fait. Vous voyez qu'il prend un peu plus de 5 minutes à la création. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le temps d'exécution sans l'index et de le stocker dans ce fichier Excel pour le moment. On va revenir maintenant ici et on va exécuter exactement la même requête, mais une fois que l'index a été créé. Et vous allez voir en fait que le temps d'exécution d'exactement la même requête va tomber à 4815 millisecondes. Et si on revient en fait dans ce fichier Excel, on voit qu'on a un ratio de 17, donc on est allé 17 fois plus vite. Je vous ai mis en perspective dans le tableau en bas des requêtes classiques. Donc imaginez-vous que si vous avez une requête qui dure 24 heures, ça veut dire qu'aujourd'hui cette requête durera 86 minutes. Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire, du coup, vous allez avoir le résultat de vos requêtes beaucoup plus rapidement et prendre donc une décision business, métier beaucoup plus rapidement. La seconde manière de voir les choses, c'est de dire, puisque vous mettez plus que 86 minutes à tester un scénario, ça veut dire qu'en 24 heures, vous pouvez en tester beaucoup plus. Et là où avant, vous vous restreignez en disant, je n'aurai pas le temps de tester ce scénario parce que ça prend 24 heures, maintenant, on pourra le faire puisque ça prend plus que 86 minutes. D'accord, donc là, on a un jeu de données totalement non structuré, qu'on va mettre dans le cloud public avec Azure pour permettre un peu de le structurer, de le travailler, le renvoyer ensuite dans le cloud privé sur SQL Server 2012 pour en faciliter finalement la manipulation rapide. Absolument. Alors maintenant, si je veux republier ces données vers l'extérieur, si je veux de nouveau les envoyer sur un cloud public pour les partager, pourquoi pas avec des partenaires de l'entreprise, comment je fais ça, Pascal? Alors ça, c'est tout à fait possible. On a donc la version de notre moteur de base de données qui s'appelle SQL Azure et qui est présente dans le cloud. Et avec SQL Azure, en fait, on a une fonctionnalité qui s'appelle SQL Azure Data Sync. Et cette fonctionnalité, en fait, elle vous permet de pouvoir synchroniser une base de données que vous auriez on-premise dans vos propres data centers avec une base de données dans le cloud. Et la synchronisation va avoir lieu pour vous automatiquement. Je vais vous donner une idée d'usage de ce type de technologie. On a des clients qui mettent en place ces technologies pour acheminer une donnée qui se trouve sur le continent américain jusqu'au continent asiatique sans jamais passer par leur propre infrastructure. Comment ils font? Ils synchronisent leur base de données locale sur le continent américain avec SQL Azure. Ils utilisent nos propres data centers pour transporter la donnée de l'Amérique vers l'Europe, puis vers l'Asie, puis ils redescendent la donnée sur le continent asiatique pour pouvoir la consommer localement. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'SQL Azure Data Sync. D'accord, donc là tu as republié les données de nouveau dans le cloud à l'aide d'Azure, ce qui va te permettre aussi, j'imagine, de prendre de nouveau d'autres sources de données externes à l'entreprise et de peut-être pouvoir faire une analyse en mélangeant un petit peu toutes ces données qui viennent de l'entreprise, mais également des données externes. Absolument, Nicolas. Ce que tu décris ici, c'est un processus ETL, Extract, Transform and Load. Typiquement, aujourd'hui, je te confirme, aujourd'hui, on a ce produit-là dans SQL Server. C'est un composant qui s'appelle SSIS. Mais le problème de ce composant, c'est quoi? C'est qu'il est technique. Donc, il s'adresse à une population technique. Ce qui nous manquait, c'était un ETL self-service qui permette à des analystes de pouvoir faire le type de fonctionnalité qu'on attend d'un ETL sans pour autant connaître correctement la technique. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer la disponibilité publique aujourd'hui de ce qu'on appelle Data Explorer en version bêta. Donc ça sort des labs d'SQL Azure.
C'est un ETL self-service qui va permettre à n'importe qui de pouvoir croiser des données de manière hétérogène. Demo à haut risque, donc, sur une version bêta. Exactement, on est à haut risque, tout à fait. On est sans filet ici. Donc, ce que vous voyez en face, là, devant vous, c'est le Workspace Data Explorer. Et vous allez créer des mashups de données. Donc, je vais aller sur un mashup que j'ai déjà préparé à l'avance pour aller un peu plus vite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis déjà connecté à la base SQL Azure dont on vous a parlé juste avant. Ce que vous voyez ici, c'est des ventes de catégories d'appareils, donc de smartphones, en fonction d'un âge, pour un département donné, et vous avez la quantité qui a été vendue. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je vends suffisamment compte tenu du recensement de la population dans le département en question. Donc, qui dit recensement, dit données INSEE. Alors, il se trouve que je me suis connecté à un flux OData qui m'expose quoi? Les données de recensement dans le département de l'Essonne avec l'âge des gens et le nombre de gens qui ont cet âge-là. J'ai ici un document Excel que j'ai uploadé de la même manière. Donc, vous voyez que j'ai 3 sources complètement hétérogènes et qui viennent d'univers différents. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai à la fin combiné l'ensemble des informations. Ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai l'ensemble des 3 sources qui sont présentées sous forme de colonnes. Vous avez à la fois SQL Azure, Excel et le flux OData à la fin. Et ce que je vous présente ici, c'est l'approche pipeline. Vous allez commencer à faire des transformations au fur et à mesure grâce aux outils qu'on vous fournit ici. Typiquement, vous allez choisir le type de colonne que vous voulez voir, puis vous allez ordonner les colonnes que vous voulez voir, vous allez trier les colonnes en fonction de votre choix, vous allez appliquer des formules pour éventuellement remplacer des valeurs qui ne vous vont pas, et enfin, vous allez décider à la fin de renommer vos colonnes pour les publier. D'ailleurs, qui dit publication dit comment on va faire dans la partie Data Explorer. Je vous propose de revenir dans le Workspace ici. Je vais cliquer sur mon mashup, et vous voyez ici l'analyse que je viens de vous décrire il y a 2 secondes qui est disponible. Eh bien, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais publier cette donnée. On va l'appeler typiquement droite au but, par exemple. On va la republier. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que maintenant, cette donnée est entièrement disponible sous plusieurs formats. Vous allez pouvoir l'exposer en CSV, en fichier Excel, mais aussi en flux OData. Et quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'en parallèle de Data Explorer, on vous fournit une place de marché où vous allez pouvoir échanger entre vous des données ou des applications, quitte à les monétiser. Il y a une partie des données qui seront gratuites, d'autres qui seront monétisées. Donc non seulement vous pouvez venir consommer des données des autres, mais également vous-même les proposer à l'exposition. D'accord, donc en fait, tu prends toutes ces données, tu crées de la valeur en analysant des tendances, par exemple, et là, tu peux republier ces données sur Azure et les monétiser, le cas échéant, via la marketplace. Absolument. D'accord, donc l'objet de cette présentation Big Data, c'était de bien simplifier un petit peu les concepts. Là, j'avoue que entre les logIS, l'ETL, je sens qu'on y arrive quand même parce qu'on republie, on crée de la valeur business qu'on publie dans Azure via des flux open data. Je comprends bien ce qu'on peut en retirer pour le business.